Et à ce moment, il n'existe pas de mécanisme pour imposer une pénalisation dans le cas des objectifs non atteints à la lumière des performances de pays ou organisations, lorsque ceux-ci n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. De ce fait, les ONG sont devenus plus actifs dans l'expression de la dissatisfaction de la façon dont les gouvernements et organisations internationales remplissent leurs tâches. Et dans le contexte de la gouvernance mondiale, il est important de tenir compte des activités des ONG. Je pense que ceci pourrait être fait sous forme d'invitation adressées aux ONG pour participer aux réunions de haut niveau et les décisions importantes sont prises. De pouvoir entendre ce que celles-ci ont à dire, d'essayer de refléter leurs préoccupations et leurs objectifs dans les décisions finales qui sont prises par les organisations internationales. Deuxièmement, les ONG sont extrêmement importantes parce qu'il faut apprendre l'humilité et l'humanité lorsque l'on prend des décisions fondées sur le consensus. À ce jour, beaucoup de décisions, voire la plupart, sont prises à la majorité simple. Ceci, en soi, était peut-être approprié au XXe siècle, mais pour le XXIe siècle, les décisions prises à la majorité simple ne satisfont plus. Nous devons apprendre à prendre des décisions prises sur la base du consensus, suite à l'avis exprimé par toutes les parties prenantes, pour arriver à trouver des solutions. Et les ONG, dans ce sens, sont tout à fait positifs, permettant d'arriver ensemble avec les ONG à un consensus sur les objectifs à atteindre. J'ai travaillé activement avec les Nations Unies lorsque j'étais Premier ministre de la Mongolie, puis chef d'État, pour essayer d'avoir la participation des PMA et nous avons même passé une décision au Parlement pour pouvoir atteindre les objectifs du millénaire et que ces objectifs du millénaire soient appliqués dans mon pays, et notamment pour renforcer les structures démocratiques. Nous avons essayé de travailler de près avec les ONG pour atteindre ces objectifs, mais malheureusement, je vois beaucoup de pays qui ne sont pas à même d'atteindre ces objectifs, ce qui à nouveau soulève la question de savoir comment l'on peut identifier les mécanismes les plus appropriés et que faisons-nous si les objectifs ne sont pas atteints. Je crois que ceci est quelque chose de très important à garder à l'esprit lorsque l'on voit la participation des ONG. Merci, Monsieur le Président. Brièvement, il s'agit de répondre à la question sur le rapport Goldstone. J'ai là un critère simple, à savoir, est-ce qu'il fait progresser ou est-ce qu'il freine la probabilité de progresser dans le contexte des relations Israël-Palestine. À l'issue de sa publication, ce rapport complique le progrès au lieu de le faciliter. En ce qui concerne l'armement nucléaire d'Israël, c'est un problème que je connais dans cette région, mais en voyageant, en discutant avec les leaders de la région du Golfe, ils n'en parlent jamais. Ils se préoccupent de l'arme nucléaire d'Iran. J'irai jusqu'à dire qu'une différence entre ces deux pays est que l'un dit qu'il compte réduire son voisin en cendres. Ce n'est pas Israël qui l'a dit. Je crois que le G8. Et certains ont parlé même du G7. Il s'agit bien
G8. Ce G8 manque de carburant. Il n'a plus beaucoup d'énergie, si ce n'est de publier des communiqués sans fin qui sont utilisés pour amener les terroristes à divulguer leurs secrets. Le G20, lui, est déjà beaucoup trop grand pour pouvoir prendre sérieusement des décisions. Il n'y aura pas de G2 étant donné que les États-Unis et la Chine ont des objectifs stratégiques extrêmement différents en Asie. Nous avons le Conseil de sécurité des Nations Unies et ici, je devais penser à une réforme urgente. Eh bien, c'est bien la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous l'avons, il a été créé avec le problème mondial. Il est devenu dysfonctionnel pour une série de raisons que nous avons abordées. Ce Conseil de sécurité doit être rapidement réformé en y ajoutant de nouveaux membres permanents, même en songeant à l'impensable, à savoir une fin des vétos nationaux au Conseil de sécurité à long terme. La réforme de ce Conseil de sécurité implique un leadership durable des États-Unis. Je ne suis pas optimiste, mais cela finira par se réaliser. Je vous en prie. Merci, monsieur le modérateur. Juste une phrase pour alimenter notre réflexion. L'immense différence entre l'après-Première Guerre mondiale, l'après-Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui, c'est que dans les deux premiers cas, ce sont les vainqueurs qui ont créé un système, bon ou mauvais, mais ils n'ont pas eu à discuter avec beaucoup de monde. Ils ont imposé leur système, ils ont décidé tout seuls, à 2, 3, 4. C'est la première fois que le monde entier est confronté à la question de s'organiser collectivement, sans vainqueur ni vaincu, avec en plus un nombre de partenaires qui n'a jamais existé avant. Je dis ça pour qu'on soit indulgent par rapport aux difficultés extraordinaires que nous rencontrons pour organiser mieux le monde. Merci. I am going to make an effort to get us back on schedule. Je vais faire un effort pour rattraper le temps perdu. Je dirai donc quelques mots en guise de conclusion avant de remercier les membres du panel. En tant que modérateur, j'ai été frappé par deux choses fort simples. Dans un certain sens, ceci est peut-être encore trop un débat États-Unis-Europe, même si souvent les termes sont les mêmes, exprimés en des langues différentes. Je pense que nous parlons différemment de différents termes qui ont des sens différents. En partie parce que les Américains, d'une certaine façon, continuent à penser qu'ils dirigent le monde, et en partie également, même si nous avons une route multiple, elle n'est pas claire du tout. Et on peut se demander si l'absence d'autorité rend cette route encore plus dangereuse. Le deuxième point qui me frappe, eh bien tout simplement, c'est que nous avons les Nations Unies, mais tout un chacun cherche des institutions qui permettent d'éviter ces Nations Unies. Étant donné que l'on pense véritablement que les Nations Unies ne marchent pas, que ce soit une réforme du Conseil de sécurité lui-même ou qu'il s'agisse d'une réforme du FMI, ou des G8 ou 20, il me semble qu'il nous faut bien comprendre ce que nous faisons, à savoir trouver des remplacements qui marchent et qui soient efficaces, si nous voulons que cette belle idée devienne réalité, alors qu'aujourd'hui elle ne fonctionne pas. Comme Américain vivant en Europe, je dirais qu'à la lumière de toutes les discussions sur la modification de l'architecture mondiale, nous aurons bientôt un nouveau président de l'Europe, un haut représentant européen pour les affaires étrangères, ce qui représenterait 77 Européens dans chaque salle et dans chaque organisation. À un moment donné, je pense que l'Union européenne devra cerner le problème de savoir s'il veut maintenir ses vétos nationaux au niveau de toutes ces institutions. Et si au niveau du FMI, par exemple, 8 pays ayant la même monnaie ont tous droit à un siège pour dire la même chose, ou bien si l'Europe, comme l'Amérique également, s'engagera derrière ces mots et partagera la responsabilité vis-à-vis du monde plus large. Merci aux membres du panel pour votre discipline. Merci de votre patience et des questions que vous avez posées. Et merci à tous.